Grand-père Charles, voici Kevin, un notaire très compétent, dit ma belle-fille Jessica avec ce sourire artificiel que j'avais appris à reconnaître. Nous sommes venus vous aider à remplir quelques papiers importants pour la maison. Elle se tenait devant la porte de ma modeste maison à Portland, accompagnée d'un homme bien habillé portant une mallette en cuir. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je savais exactement ce qu'il voulait, mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais discrètement préparé au cours des derniers mois. Dieu merci, j'avais gardé secret le manoir que mon associé m'avait légué dans son testament. En regardant Jessica feuilleter mes documents avec des yeux avides, je me suis rendu compte que le silence avait été mon bouclier. Mais pour raconter cette histoire dans son intégralité, je dois revenir au jour où tout a commencé à changer. Je m'appelle Charles, j'ai 72 ans, et voici l'histoire de comment j'ai failli tout perdre à cause de la cupidité de ma famille, et comment un héritage secret m'a sauvé ma dignité. 3 mois plus tôt, lorsque ma petite fille Emma m'a annoncé qu'elle allait épouser Jessica, j'étais en train d'arroser les tomates dans le jardin. L'odeur de la terre humide mêlée à celle des herbes aromatiques que je cultivais emplissait l'air de l'après-midi. « Grand-père, je veux que tu apprennes à bien connaître Jessica avant le mariage », m'a dit Emma avec ce sourire qui me faisait toujours fondre le cœur. « Ma petite fille a enfin trouvé quelqu'un de spécial », ai-je répondu en m'essuyant les mains sur mon tablier de jardinage. J'avais beaucoup entendu parler d'elle. 31 ans, employée de bureau, cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, ongles impeccables. Elle semblait être la femme parfaite pour Emma. Cet après-midi-là, je me suis précipité au supermarché pour choisir les ingrédients les plus frais. De grosses crevettes, des avocats mûrs à point, des herbes aromatiques, de la crème épaisse. Je voulais préparer les plats qu'Emma adorait depuis son enfance. Dans ma tête, j'imaginais les conversations que j'aurais avec Jessica, les conseils sur la façon de rendre ma petite fille heureuse, les recettes familiales que nous partagerions peut-être. J'ai passé presque toute la nuit à cuisiner. Mes pieds étaient enflés à force de rester debout, mais cela m'était égal. La soupe de fruits de mer que j'avais préparée était crémeuse et riche. Le pain de maïs était moelleux. La salade d'avocat était rafraîchissante. La tarte aux pommes était parfumée à la cannelle. Des plats américains que ma famille a toujours aimés. Quand l'heure de la rencontre est arrivée, j'ai enfilé ma plus belle chemise bleu marine, celle que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai soigneusement coiffé mes cheveux et j'ai même mis un peu d'après-rasage. Je voulais faire bonne impression. Après tout, cette femme pourrait être la mère de mes futurs arrière-petits-enfants. La sonnette a retenti et mon cœur a bondi. J'ai ouvert la porte avec un large sourire. « Jessica, ravie de vous rencontrer. » J'ai ouvert les bras pour l'embrasser, mais elle s'est contentée de me toucher les épaules du bout des doigts, comme si me toucher lui était désagréable. « Enchanté, monsieur », a-t-elle murmuré sans me regarder dans les yeux. Sa voix était froide et distante. Elle portait une élégante robe verte et ses talons résonnaient sur le sol de ma modeste maison comme de petits marteaux. Pendant le dîner, j'ai essayé de discuter de ses centres d'intérêt, de son travail, de ses projets avec Emma, mais chaque question que je posais recevait des réponses laconiques d'un seul mot. Oui, non, peut-être. Lui parler, c'était comme parler à un mur de glace. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la façon dont ses yeux parcouraient ma maison avec dédain, la façon dont elle a tordu le nez en goûtant ma cuisine, comme si c'était quelque chose d'inférieur. Emma a essayé d'apaiser la situation. « Grand-père, le repas est délicieux, comme toujours », a-t-elle dit, essayant de dissiper la gêne qui régnait à table. Jessica piquait les haricots dans son assiette avec sa fourchette, séparant chaque ingrédient comme si elle évitait un poison. Ses ongles rouges brillants contrastaient complètement avec mes assiettes en céramique simple. « Vous aimez cuisiner, Jessica ?» ai-je demandé avec une pointe d'espoir, en servant plus de sauce dans son assiette. Elle leva les yeux, l'expression difficile à déchiffrer. « Je n'ai pas le temps pour ça », répondit-elle sèchement. « Je préfère commander à manger ou aller dans des restaurants convenables. » Le mot « convenable » me transperça le cœur comme une écharde. Donc ma nourriture n'était pas convenable. Ma maison non plus, apparemment. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment ce moment apparemment anodin a été le catalyseur d'une révélation qui allait tout changer à jamais. Car si Jessica pensait d'avoir trouvé une proie facile, elle ne savait pas qu'elle s'en prenait à quelqu'un qui gardait des secrets bien plus précieux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Au cours des semaines suivantes, chaque visite de Jessica est devenue plus pesante. Elle s'asseyait sur le bord du canapé comme si elle allait se salir, les yeux rivés sur son téléphone portable, l'air ennuyé. Elle ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée. Elle ne montrait jamais aucun intérêt sincère à me connaître. « Grand-père Charles, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous après notre mariage, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle lancé un jour pendant que je préparais le café. Cela ressemblait à un adieu anticipé, comme si elle avait déjà décidé de m'éloigner d'Emma. « Plus de temps pour moi », répétai-je, perplexe.
Mais j'aime être avec vous deux. Elle échangea un regard avec Emma que je ne compris pas à l'époque, mais que je comprends parfaitement maintenant. Elle prévoyait déjà de me mettre de côté. Les préparatifs du mariage devinrent mon cauchemar personnel. Jessica décidait de tout sans me consulter, comme si j'étais invisible. Demande au concierge de t'aider avec les fleurs, l'ai-je entendu dire au téléphone une fois. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre qu'elle faisait allusion à moi, qui aidait toujours à m'occuper de tout et à tout organiser quand Emma venait nous rendre visite. Quand j'ai proposé de faire moi-même le gâteau de mariage, une tradition familiale que nous perpétuions depuis des générations, Jessica a éclaté d'un rire qui m'a glacé le sang. Oh non, grand-père. Laissons cela aux professionnels. Je ne veux rien de fait maison. Ce soir-là, je me suis assis dans la cuisine et j'ai pleuré, serrant dans mes mains le tablier que ma propre femme m'avait offert lorsque nous nous sommes mariés. Mes gâteaux avaient adouci des anniversaires, des baptêmes, des remises de diplômes. Mais pour Jessica, l'amour dans chaque recette n'était que « fait maison », un mot qu'elle prononçait comme une maladie. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête inévitable. Je me suis levé avant l'aube pour me préparer. J'ai choisi ma plus belle cravate bleu marine, celle que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Je me suis arrêté chez le coiffeur du quartier. Joao m'a fait une coupe si bien faite que j'avais l'air 10 ans plus jeune. « Vous êtes élégant, monsieur Charles », m'a-t-il dit en ajustant ma coiffure. « Votre petite fille sera très fière de vous. » Ces mots ont allumé une petite lueur d'espoir. Peut-être qu'aujourd'hui serait un nouveau départ avec Jessica. Je suis arrivé tôt à l'église, comme j'arrive toujours tôt partout. Je voulais m'assurer que tout serait parfait pour ma petite fille. Les invités ont commencé à arriver et je les ai accueillis avec un sourire sincère. Mais lorsque la cérémonie a commencé, j'ai remarqué quelque chose qui m'a brisé le cœur. Jessica avait organisé les places, et j'ai donc été relégué au 5e rang, derrière ses collègues de travail, derrière des voisins qui connaissaient à peine Emma, tandis que le grand-père de la mariée était assis tout au fond, comme un étranger. Depuis cette rangée, j'ai dû tendre le cou pour voir ma propre petite fille monter à l'autel. Les mères des amis de Jessica, des femmes qui n'avaient jamais passé une nuit blanche quand Emma avait de la fièvre, avaient de meilleures places que moi. J'ai dégluti et j'ai gardé mon sang-froid, mais quelque chose en moi s'est brisé. À la réception, cela a empiré. Jessica me présentait aux invités comme le grand-père d'Emma, sans jamais utiliser mon nom ni dire arrière-grand-père avec respect. Il cuisine très bien, ajoutait-elle avec ce sourire faux, résumant toute ma vie à une fonction culinaire. Quand est venu le moment des toasts, j'ai attendu patiemment. J'avais préparé un discours sincère sur ma chère petite fille, sur le fait de la voir grandir, sur mes vœux de bonheur pour sa nouvelle vie. Mais Jessica a dirigé les choses comme une chef d'orchestre, appelant ses parents, ses frères et sœurs, ses meilleurs amis, et même ses collègues de travail. « Et le toast du grand-père de la mariée ?» a demandé quelqu'un. Jessica m'a regardé et m'a souri froidement. « Ah oui, Charles peut dire quelques mots rapides. » Rapides. Comme si mes 72 ans de vie et mes 25 ans de dévouement à Emma ne valaient que quelques lignes. Je me suis levé, les jambes tremblantes, sentant tous les regards posés sur moi. Je tiens à remercier Dieu pour cette journée spéciale. Je venais à peine d'entamer ma deuxième phrase que Jessica a commencé à applaudir, m'interrompant. Les autres ont suivi, et ma voix a été noyée sous les applaudissements forcés. Pour le dîner, on m'a placé à une table au fond de la salle avec des parents éloignés de Jessica, des gens qui discutaient entre eux comme si je n'existais pas. De là, j'ai regardé Emma rire avec sa nouvelle famille, absorbée par sa nouvelle vie, tandis que je mâchais un morceau de poulet sans saveur. Quand la danse a commencé, Emma a dansé avec Jessica, puis avec la mère de Jessica, puis avec ses sœurs. Je suis resté assis, lissant ma cravate, essayant de garder le sourire. « Tu ne vas pas danser avec ton grand-père, Emma ?» a demandé Roberto, le mari de ma voisine Laura et ami proche de la famille. Emma a ri sans conviction. « Oui, dans un instant. » Mais cet instant n'est jamais venu. Vers 23 heures, j'ai décidé de partir. J'étais fatigué de faire semblant que tout allait bien. Ma petite fille, je vais partir. Je lui ai touché légèrement le bras. Elle m'a rapidement serré dans ses bras, les yeux déjà rivés sur la musique et les rires. « Merci pour tout, grand-père. Je t'aime. » Mais elle regardait ailleurs. Jessica est apparue à ses côtés comme une ombre possessive. « Merci d'être venu, grand-père, » a-t-elle dit. Son ton ressemblait plus à un adieu définitif qu'à de la gratitude. Je me suis dirigé vers le parking, tenant mon portefeuille et le cadeau que j'avais préparé avec tant d'amour. Derrière moi, j'ai entendu Jessica murmurer à ses amis. « Heureusement qu'il habite loin. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais vous savez comment sont les grands-parents, toujours prêts à donner leur avis sur tout. » Les rires m'ont suivi jusqu'à ma voiture. Je suis monté dans ma vieille Corolla, les mains tremblantes,
les yeux remplis de larmes que j'ai finalement laissé couler. Pendant 25 ans, j'ai été le centre du monde d'Emma. Et en une seule nuit, je suis devenu un fardeau dont il fallait se débarrasser. Le trajet du retour m'a semblé interminable. Les lumières de la route étaient brouillées par les larmes que j'ai finalement laissé couler. Une chanson romantique passait à la radio, me rappelant le moment où j'avais dansé avec ma femme lors de notre mariage, le jour où elle avait promis de toujours me protéger. Mais maintenant, je devais affronter cette nouvelle réalité seule. Je suis rentré chez moi après minuit, les pieds enflés, le cœur brisé. J'ai enlevé mes chaussures à la porte et j'ai marché pieds nus jusqu'à ma chambre, sentant le sol froid contre mes pieds fatigués. Le lendemain matin, lorsque Jessica et ce soi-disant notaire se sont présentés à ma porte pour m'aider avec les papiers de la maison, je me suis contenté de sourire. Elle ne savait pas que ce Charles, un homme de 72 ans vivant à Portland, n'était plus quelqu'un que l'on pouvait manipuler. Et la véritable histoire ne faisait que commencer. La cravate bleue que j'avais choisie avec tant de soin me semblait soudain ridicule, comme l'uniforme d'un vieil homme prétendant qu'il comptait encore. Mais alors que Jessica pensait d'avoir trouvé la victime parfaite pour ses plans cupides, elle ne se rendait pas compte qu'elle avait affaire à quelqu'un qui avait bâti des empires en silence et qui gardait des secrets qui feraient passer sa petite manipulation pour un jeu d'enfant. Ce qu'elle considérait comme une faiblesse sénile était en fait la patience calculée d'un homme qui avait appris à observer avant d'agir. Les jours qui ont suivi le mariage ont été un étrange mélange de silence et d'attente. J'espérais qu'Emma m'appellerait pour me raconter sa lune de miel, afin de maintenir vivant le lien qui durait depuis 25 ans. Mais mon téléphone est resté muet. Une semaine après le mariage, j'ai décidé de l'appeler moi-même. « Bonjour, ma petite fille. Comment allez-vous? La lune de miel s'est bien passée ?» J'ai essayé de paraître aussi joyeux que possible. Sa réponse a été glaciale. « Bonjour, grand-père. C'était génial. Jessica te passe le bonjour. Je t'appelle plus tard, nous sommes occupés à organiser la maison. » La maison. Elle n'a pas dit notre maison ou ma maison. Juste la maison. Comme si je n'avais jamais existé dans son univers familial. J'ai raccroché, me sentant plus seul que jamais, en regardant les photos de la petite Emma éparpillée dans le salon. La petite fille aux yeux brillants qui courait me serrer dans ses bras chaque fois qu'elle rentrait de l'école. Maintenant, c'était une étrangère qui m'envoyait ses salutations par l'intermédiaire de sa femme. 3 jours se sont écoulés sans nouvelles. J'ai décidé de faire une fournée de cookies aux pépites de chocolat et aux noix, ses préférées quand elle était enfant, comme excuse pour lui rendre visite. J'ai enfilé ma chemise vert menthe préférée et j'ai pris la route vers la nouvelle maison à Bellevue, le cœur plein d'espoir. J'ai sonné à la porte, m'attendant à voir le sourire de ma petite fille. Mais c'est Jessica qui a ouvert la porte. Elle portait un peignoir en soie bordeaux qui semblait coûteux, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, comme si elle sortait tout droit d'un salon de coiffure. « Oh, grand-père Charles, quelle surprise !» a-t-elle dit sans la moindre trace de joie sincère. J'ai apporté des biscuits pour Emma. J'ai brandi le panier cadeau orné d'un nœud jaune, sa couleur préférée. Jessica a pris le panier sans m'inviter à entrer, inspectant les biscuits comme s'il s'agissait de preuves d'un crime. C'est très gentil. Emma est en réunion de travail très importante. Je vais lui dire que vous êtes venu. Je suis resté là, sur le seuil de la porte, me sentant comme un vendeur rejeté, attendant au moins un verre d'eau ou un simple « comment allez-vous ». Mais Jessica était déjà en train de fermer la porte. « Merci pour les biscuits, grand-père. Passez une bonne journée. » Le bruit de la porte qui claquait résonna comme un verdict final. Sur le chemin du retour, des larmes ont brouillé le pare-brise. J'ai garé la voiture pour pleurer librement, frappant le volant de mes poings ridés. Comment avais-je pu en arriver là? Comment avais-je laissé cette femme m'arracher ma petite fille aussi facilement? Ce soir-là, en dînant seul devant la télévision, je me suis souvenu de ce que ma défunte épouse m'avait dit avant de partir. « Charles, s'il m'arrive quelque chose, ne laisse personne te marcher dessus. Tu es plus fort que tu ne le penses et tu as plus de ressources que tu ne l'imagines. » Je n'avais pas tout à fait compris à l'époque, mais maintenant, ces mots commençaient à prendre tout leur sens. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'avais négligé pendant des mois. J'ai sorti le coffre-fort du placard, je l'ai ouvert et j'ai rangé tous les papiers. Certificat de naissance, certificat de mariage, titre de propriété de la maison, police d'assurance. C'est alors que j'ai vu l'enveloppe qui allait tout changer. L'acte de propriété du manoir d'environ 2000 m² que mon associé avait hérité de son oncle et qui m'appartenait désormais entièrement. Une propriété située à East Lake, dans l'État de Washington. Le langage juridique était très clair. J'étais l'unique propriétaire de l'un des manoirs les plus précieux de la région. Mon cœur s'est emballé pendant que je lisais les détails. Terrain paysager, piscine olympique, maison principale avec 8 chambres et 3 maisons plus petites pour les invités ou les employés.
La dernière évaluation était suffisante pour me permettre de vivre confortablement pour le reste de ma vie et de laisser un héritage substantiel. Mais plus important que l'argent, c'était le pouvoir. Le pouvoir de décider de mon propre avenir, de ne dépendre de personne, de ne plus quémander de l'affection ou de ramasser des miettes d'attention. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement. J'ai rangé les documents en lieu sûr et j'ai pris une décision. Je ne parlerai à personne de ces biens. Ni à Emma, ni surtout à Jessica. Mon instinct me disait que ce serait mon atout, ma planche de salut le moment venu. Et cette même semaine, mon instinct s'est avéré plus juste que je ne l'aurais imaginé. Jessica a commencé à m'appeler constamment, mais pas pour prendre de mes nouvelles ou m'inviter à dîner. Ces appels avaient un but très précis, rechercher des informations sur ma maison et mes finances. Grand-père Charles, Emma et moi pensons que vous seriez plus à l'aise dans un endroit plus petit, me disait-elle d'une voix mielleuse. Cette maison doit vous donner beaucoup de travail à votre âge. Avez-vous déjà pensé à la vendre et à déménager dans un appartement plus facile à entretenir? Ces paroles me donnaient des frissons. La subtilité de sa suggestion de me débarrasser de ma maison était effrayante. Non, je suis très bien ici, répondis-je d'une voix douce. Cette maison renferme beaucoup de beaux souvenirs. Bien sûr, mais réfléchissez-y. Si vous la vendiez, vous pourriez vous amuser davantage, peut-être voyager. Nous pouvons également vous aider à gérer votre argent pour qu'il rapporte davantage. Jessica continua sur ce ton mielleux que je commençais à détester. 2 jours plus tard, Emma est venue me rendre visite pour la première fois depuis le mariage. Pas seulement pour voir son grand-père, mais avec un objectif très clair. Elle s'est assise sur le canapé où je la prenais dans mes bras quand elle faisait des cauchemars. Grand-père, Jessica et moi avons discuté de ton avenir. Mon avenir. J'ai feint l'innocence, même si je savais déjà où cela allait mener. Emma évita mon regard, exactement comme lorsqu'elle était petite et qu'elle avait fait quelque chose de mal. Nous pensons que cette maison est trop grande pour vous. Ces derniers temps, vous semblez fatigué, stressé. Jessica connaît une excellente agente immobilière qui peut l'évaluer et obtenir un bon prix. Elle tripotait ses clés de voiture, mal à l'aise. La douleur me transperça la poitrine comme un couteau. L'enfant que j'avais élevé avec tout mon amour essayait de me convaincre de vendre la maison où elle avait grandi, où elle avait fait ses premiers pas, où nous avions construit tous nos souvenirs. Ma petite fille, penses-tu vraiment que je devrais vendre la maison? Demandai-je directement, ayant besoin d'entendre sa voix, et non l'écho de Jessica. Pendant un instant, j'ai vu la petite fille potelée et vulnérable qu'elle était autrefois, hésitante, partagée entre ce qu'elle savait être faux et ce que sa femme lui avait mis dans la tête. Eh bien, Jessica a raison, grand-père. Tu devrais t'amuser davantage et t'inquiéter moins, murmura-t-elle. Mais sa voix semblait lire un script écrit par quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, après le départ d'Emma et ses vaines promesses de revenir nous voir plus souvent, je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de thé à la camomille et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Roberto, mon seul ami proche en qui j'avais entièrement confiance. Roberto, j'ai quelque chose de très important à te dire, mais promets-moi que cela restera entre nous. La voix de Roberto est immédiatement devenue sérieuse. Nous étions amis depuis plus de 40 ans. Nous avions pratiquement élevé nos enfants ensemble. Bien sûr, Charles. Que se passe-t-il? Tu as l'air inquiet. Je lui ai tout raconté. L'attitude de Jessica lors de notre première rencontre, la façon dont j'avais été traité lors du mariage, les tentatives pour me convaincre de vendre la maison, et enfin les biens du manoir que j'avais gardés secrets. Mon Dieu, Charles. Près de 2000 mètres carrés, et tu ne leur as rien dit? S'exclama Roberto. Heureusement que tu n'as rien dit. J'ai vu ce regard de requin dans les yeux de cette fille au mariage, dit Roberto. Tes paroles ont confirmé que mon instinct était juste. Roberto, j'ai le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver, ai-je avoué. La façon dont elle me regarde, comme un obstacle à éliminer. J'ai peur qu'elle complote quelque chose. Écoute, mon ami, a dit Roberto de ce ton ferme et familier. Demain matin, nous irons voir un avocat. Tu dois tout protéger avant que ces vautours ne découvrent ce que tu possèdes réellement. Si vous suivez ce parcours de découverte et de résistance, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a montré que se fier à son instinct peut faire la différence entre préserver toute une vie d'acquis ou les perdre au profit de ceux qui ne voient l'amour que comme une opportunité de profit. Le lendemain matin, Roberto est venu me chercher tôt. Il avait pris rendez-vous avec un avocat réputé, le docteur William Hay, dont le cabinet était situé dans le centre de Portland. Un homme aux cheveux gris et au regard pénétrant, qui traitait ce type d'affaires depuis des décennies. Monsieur Charles, d'après ce que votre ami m'a dit et les dossiers que j'ai examinés, votre situation est très révélatrice, a-t-il déclaré après avoir passé en revue les documents. Il n'est pas rare que des membres de la famille, bien intentionnés ou non,
fasse pression sur des personnes âgées pour qu'elles leur cèdent leurs biens. Le docteur étala les documents sur une photo des biens posés sur la table en bois poli. Ce que vous possédez est considérable. À elle seule, cette demeure équivaut à la fortune de nombreuses familles. Il ajusta ses lunettes. Ce qui m'inquiète, c'est le comportement que vous avez décrit. L'isolement émotionnel. Faire croire à la victime qu'elle est incapable. Puis présenter la solution qui ne profite qu'à eux. Ces mots m'ont fait trembler. C'était exactement ce que je vivais. Roberto m'a serré la main. Parlez-lui du notaire. J'ai raconté comment Jessica avait amené Kevin à ma porte, agitant des papiers de la maison, apparaissant sans prévenir comme des chasseurs suivant une piste. Classique, murmura l'avocat en prenant des notes. Ils amènent souvent un notaire complice, prêt à fermer les yeux sur les irrégularités et à faire pression pour obtenir des signatures sous prétexte de simplifier les procédures. J'ai vu des gens tout perdre en une seule séance de signature. Alors, que puis-je faire pour me protéger ? Demandai-je, me sentant comme au milieu d'un champ de bataille invisible. Pour la première fois de la journée, il sourit. Beaucoup de choses. Nous allons créer un fonds irrévocable, documenter toute tentative de coercition et surtout, préparer des scénarios pour le moment où ils montreront leurs véritables intentions. Je suis sorti du cabinet d'avocat avec un plan clair et un ensemble de documents suffisamment solides pour protéger mon patrimoine. Cette fois-ci, je n'étais plus un grand-père facilement manipulable. Charles de Portland était prêt à riposter. Mais surtout, je suis sorti du cabinet d'avocat avec une certitude. Je n'exagérais pas et je n'étais pas paranoïaque. Mes soupçons étaient fondés. Roberto m'a invité à déjeuner. Son mari, Antonio, m'a serré dans ses bras avec cette étreinte familière d'ours. « Charles, cette fille a les yeux rivés sur l'argent », m'a dit Antonio pendant que nous mangions le rôti que Roberto avait préparé. « Même au mariage, j'ai senti quelque chose d'étrange », a-t-il poursuivi. Elle calculait, sondait qui faisait quoi. Leurs observations ont confirmé mes pires craintes. Les jours suivants, j'ai continué à suivre ma routine habituelle, mais en restant extrêmement vigilant. Chaque appel téléphonique, chaque visite inattendue, chaque commentaire anodin sur l'âge ou le besoin d'aide, je les interprétais d'une nouvelle manière. C'était comme si j'avais développé une vision au rayon X pour voir les véritables intentions. Le mercredi après-midi, alors que j'arrosais le jardin, j'ai vu la voiture d'Emma arriver. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, non plus de joie, mais d'anxiété. Quand elle est sortie de la voiture avec Jessica, j'ai su que le moment que je redoutais le plus était arrivé. « Bonjour, grand-père. » Emma a esquissé un sourire forcé, celui qu'elle pratiquait depuis son mariage. Jessica la suivait, portant un gros dossier qui dégageait une arrogance qui m'a donné la chair de poule. « Entrons. Nous voulons vous parler d'une chose importante. » Je les ai invités à s'asseoir dans le salon, là où Emma jouait avec ses petites voitures pendant des heures, où je lui lisais des histoires tous les soirs, où nous regardions des dessins animés ensemble. À présent, cet espace sacré s'était transformé en tribunal, et j'étais l'accusé. « Grand-père, nous sommes très inquiètes pour vous, » commença Emma sur ce ton étrange et condescendant. « Jessica et moi pensons que vous avez besoin d'aide pour gérer vos finances. À votre âge, il est normal de se sentir dépassé par toutes ces responsabilités. » Jessica ouvrit le dossier comme un commandant dépliant des cartes de bataille. « Grand-père Charles, nous avons consulté plusieurs experts financiers spécialisés dans les personnes âgées. Tous disent qu'il vaut mieux simplifier vos biens, tout concentrer sur des options plus sûres et plus faciles à gérer. »« Quels experts ?» demandai-je, feignant la confusion alors que mon sang bouillait à l'intérieur. « Exactement. Parce que je n'ai consulté aucun spécialiste. J'ai enregistré chaque mot, chaque geste, exactement comme l'avocat William me l'avait conseillé. Emma est entrée en utilisant ce ton patient que les gens utilisent avec les enfants. Exactement. Parce que vous n'avez pas reçu de conseils appropriés. Jessica connaît des personnes hautement qualifiées qui peuvent vous aider à protéger votre argent et à garantir votre avenir. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils commençaient tout juste à révéler toute l'étendue de leur cupidité calculatrice. Et alors qu'ils pensaient d'avoir trouvé la victime parfaite pour leur plan, ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait bâti des empires en silence et qui gardait des secrets qui transformeraient leur petite manipulation en une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Jessica a sorti une pile de papiers du dossier et les a étalés sur la table comme une main de cartes. Jetez-y un œil. C'est une proposition très intéressante. Un fonds d'investissement avec des rendements garantis, mieux que de laisser votre argent immobilisé dans des biens immobiliers qui nécessitent de l'entretien et vous causent des maux de tête. Je fis semblant d'examiner le document avec les yeux fatigués d'un vieil homme confus, mais en réalité, je mémorisais chaque détail. Le document disait de vendre ma maison, puis de transférer l'argent sur un compte joint où Matthew et Jessica auraient le pouvoir de décision sur le portefeuille,
pour me protéger d'éventuelles escroqueries. Si je vends la maison, où vais-je vivre? Demandai-je, ma voix tremblant exactement comme elle s'y attendait de la part d'un grand-père fragile. Jessica sourit avec cette fausse douceur bien polie. Oh, grand-père, ne t'inquiète pas. Nous avons trouvé un très bon endroit pour les personnes âgées, une maison de retraite avec des soins médicaux 24 heures sur 24. Vous y serez beaucoup plus en sécurité et plus à l'aise. Une maison de retraite. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des cloches funèbres. Voilà leur plan. Me dépouiller de ma maison. Prendre l'argent. M'enfermer dans un endroit où je ne dérangerai personne. Le tout emballé dans du papier brillant étiqueté « Préoccupation ». Une maison de retraite, répétai-je, laissant ma voix vaciller légèrement. Mais ma fille, je me sens bien chez moi. C'est ici que se trouvent nos souvenirs. Jessica et Emma échangèrent ce regard complice que j'avais appris à reconnaître, le langage silencieux des escrocs. Grand-père, nous savons que c'est difficile, mais réfléchis bien, dit Emma en se penchant vers moi avec un sourire bienveillant. Là-bas, tu aurais des amis, des activités, des médecins, et nous pourrions te rendre visite quand nous le voulons sans nous soucier de ta sécurité. Quand nous le voulons. Pas tous les jours. Pas régulièrement. Quand cela nous arrange, comme rendre visite à un animal de compagnie hospitalisé. La colère monta tellement que je dus me contrôler pour continuer à jouer le rôle du vieillard fragile. Jessica sortit d'autres papiers. Nous avons fait les calculs. En vendant la maison et en faisant quelques investissements judicieux, vous vivrez très confortablement sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Nous nous occuperons de toute la paperasse et prendrons les décisions financières. Le piège final se précisait. Elle tiendrait les rênes de mon argent pendant que je dépérirais dans un établissement, vivant des miettes d'attention. Un plan brillamment cruel, exécuté avec la précision de chirurgien financier. Et si je ne veux pas vendre? Demandai-je doucement, comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Jessica soupira théâtralement, comme une enseignante patiente expliquant les mathématiques à un enfant lent. Grand-père, nous comprenons que c'est difficile, mais à votre âge, vivre seul dans une si grande maison n'est pas sûr. Et si vous tombiez et que personne ne le sache? Ou si quelqu'un profitait de votre gentillesse et vous escroquait? L'ironie d'être mis en garde contre les escrocs par la personne même qui essayait de m'escroquer. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je en me frottant les tempes comme si j'avais mal à la tête. C'est beaucoup à digérer d'un seul coup. Emma s'est levée et m'a serré dans ses bras. Une étreinte froide comme le baiser de Judas plutôt que l'affection d'une petite fille. Bien sûr, grand-père, mais ne tarde pas trop, a-t-elle dit. Jessica a empilé les documents avec la satisfaction de celle qui pense avoir déjà gagné. Après leur départ, je me suis effondré dans un fauteuil, avec l'impression d'avoir survécu à un ouragan. Mes mains tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais de la rage contenue. J'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement appelé l'avocat William Hay. Docteur Hay, elles viennent de passer. Exactement comme vous l'aviez prévu. Elles veulent que je vende tout, qu'elles me placent dans un établissement et qu'elles prennent le contrôle de l'argent. Sa voix était calme mais ferme. Monsieur Charles, c'est le moment critique. Ne signez absolument rien, quelle que soit la pression qu'elles exercent. Si possible, enregistrez toutes les conversations futures. Nous devons documenter leurs véritables intentions. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, touchant chaque objet chargé d'histoire. Le fauteuil où j'ai bercé Emma, la table où nous avons fait nos devoirs ensemble, le piano sur lequel je jouais pour la calmer pendant ses cauchemars. Tout allait être vendu et dispersé pour nourrir la cupidité de quelqu'un qui était arrivé après, qui ne savait rien des jours où Emma était la plus vulnérable et avait besoin de son grand-père. Le lendemain matin, Roberto est arrivé tôt avec un enregistreur numérique que son petit-fils lui avait prêté. Il est très facile à utiliser, m'a-t-il montré. Appuyez sur ce bouton et il enregistre pendant 8 heures d'affilée. Mettez-le dans la poche de votre chemise ou de votre tablier. Si elles reviennent avec des propositions, nous aurons leur parole. Pendant 3 jours, je suis resté dans un calme tendu, attendant le prochain coup des chasseuses. Le vendredi après-midi, le téléphone a sonné. Jessica, avec sa voix mielleuse et manipulatrice. Avez-vous réfléchi à la proposition, grand-père? Nous avons trouvé un endroit magnifique dans la maison de retraite, mais nous devons réserver rapidement car il y a une liste d'attente. Le faux sentiment d'urgence dans sa voix confirmait qu'elles étaient impatientes de conclure avant que je puisse consulter quelqu'un. Oui, j'y ai bien réfléchi, répondis-je en jouant au mieux mon rôle de vieil homme hésitant. Pouvez-vous venir demain pour m'expliquer à nouveau les détails? À mon âge, j'ai parfois des trous de mémoire. Je pouvais presque voir son sourire triomphant à travers le téléphone. Oui, grand-père. Demain après-midi, nous apporterons tous les documents.
Vous verrez que c'est la meilleure décision pour tout le monde. La meilleure décision pour tout le monde. Comme si être dépouillé de ma maison et de ma liberté était une faveur qui m'était faite. Le samedi après-midi, ils sont arrivés à l'heure, tels des vautours se donnant rendez-vous autour d'une carcasse. Cette fois-ci, ils étaient accompagnés de Kevin, le notaire qui s'était présenté à ma porte la semaine précédente. Un homme mince avec une moustache clairsemée et une mallette en cuir, les yeux parcourant ma maison comme un expert tout en feignant la courtoisie. Si vous suivez ce parcours de résistance et de découverte, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment la patience et la planification stratégique peuvent transformer une situation désespérée en une leçon inoubliable sur le fait de sous-estimer la sagesse de l'expérience. Monsieur Charles, ravi de vous revoir, a-t-il souri sans joie dans les yeux. Je suis prêt à accélérer toutes les procédures. Plus vite nous réglerons cela, moins il y aura de complications. Avant de commencer, j'aimerais demander la permission d'enregistrer cette discussion en audio et en vidéo afin de protéger toutes les parties. Tout le monde est d'accord? Je m'assis dans mon fauteuil préféré, celui où je berçais autrefois la petite Emma, et les laissais jouer leur spectacle de fausse sollicitude. « Grand-père, nous avons apporté les documents », dit Emma en étalant les feuilles sur la table. « Il suffit de signer ici, ici et ici, et nous nous occupons du reste. » Son doigt pointait les lignes pointillées comme des croix dans un cimetière. Jessica s'assit juste à côté de moi, avec cette proximité envahissante utilisée par les vendeurs agressifs. « Regardez, des photos de l'endroit où vous allez vivre. De beaux jardins, une salle de télévision, même des cours de yoga pour les seniors. » Jessica montra quelques photos d'un endroit qui ressemblait plus à un hôpital déguisé qu'à une maison de retraite. Kevin ouvrit sa mallette et en sortit cérémonieusement un cachet, de l'encre bleue et un ensemble de formulaires à en-tête notariés. « Monsieur, ces documents sont parfaitement rédigés pour protéger vos intérêts. Vente de propriété, transfert de fonds vers un fonds familial et autorisation pour les membres de votre famille de gérer vos finances si vous devenez incapable. » Incapable. Ce mot me frappa comme une gifle. J'ai souri légèrement, un sourire que moi seul comprenais, et j'ai levé les yeux. Alors commençons par lire chaque clause à haute voix. Ainsi, l'enregistrement audio et vidéo consignera tout dans son intégralité, comme requis. Cela vous convient-il? Elles avaient même préparé la prochaine étape. Si un jour j'osais m'opposer à leur décision, elles tenteraient de me déclarer cognitivement incapable. Le plan était si méticuleux qu'il m'a donné des frissons. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Charles de Portland avait bâti toute sa carrière sur l'observation silencieuse avant l'attaque décisive. Et alors qu'elles pensaient d'avoir trouvé la victime parfaite, elles étaient sur le point de découvrir qu'elles s'étaient attaquées à quelqu'un qui avait transformé la patience en un art mortel. Et si je changeais d'avis plus tard? Demandai-je délibérément, la voix tremblante, jouant parfaitement le rôle du vieil homme confus. Kevin et Jessica échangèrent un regard que l'enregistreur ne pouvait capter, mais que je gravai dans ma mémoire comme preuve de leur complicité. « Oh, grand-père, ces décisions sont définitives pour votre propre protection, » dit Jessica avec une patience exagérée. « Si vous pouviez changer d'avis à tout moment, des personnes mal intentionnées pourraient en profiter et vous convaincre de signer des choses qui ne sont pas bonnes. » Des personnes mal intentionnées. Quelle ironie! La personne même qui me dépouillait de tout me sermonnait sur ceux qui profitent des autres. « Et puis, grand-père, » ajouta Emma en me tenant la main avec une gentillesse artificielle, « pensez à la tranquillité d'esprit que nous aurons en sachant que vous êtes en sécurité et pris en charge. Nous n'aurons plus à nous inquiéter. Nous n'aurons plus à nous inquiéter. » Traduction de la langue des manipulateurs. Nous n'aurons plus à faire semblant de vous aimer une fois que nous contrôlerons votre argent. Mes larmes ont jailli, ce n'était plus du cinéma. C'était la douleur réelle d'un grand-père trahi par le fils que j'avais élevé avec tant d'amour. « Ne pleurez pas, monsieur », m'a calmé Kevin avec un professionnalisme froid. « Il est normal d'être ému lors de changements importants. Vous vous sentirez plus en paix après. » Il a sorti un stylo doré et l'a placé devant moi comme une arme pointée sur ma poitrine. J'ai pris le stylo, la main tremblante, et l'ai déplacé vers la première feuille. L'atmosphère était tendue comme une corde de violon. Mes deux bourreaux retenaient leur souffle, attendant le moment du triomphe final. Jessica s'est penchée comme un vampire sur le cou de sa victime. C'est alors, comme un ange frappant à la porte, que la sonnette a retenti. « Vous attendez quelqu'un » demanda Kevin, agacé, montrant les premiers signes de nervosité. « Non » répondis-je en me levant lentement. « Probablement un voisin. » Sur les conseils du docteur, j'avais demandé à titre préventif au bureau du procureur du comté d'envoyer un enquêteur pour témoigner en raison d'indices de fraude contre une personne âgée. J'ouvris la porte. Roberto était là avec l'avocat William et un enquêteur accompagné d'une caméra pour enregistrer la scène. « Bonjour, Charles », sourit Roberto, me donnant instantanément du courage. « Entrez », dis-je,
avec le sentiment que la cavalerie était arrivée. L'avocat est entré avec cette prestance que seuls les avocats expérimentés possèdent. L'autre homme l'a suivi, levant sa caméra. Emma a pâli. Jessica s'est précipitée pour rassembler la pile de documents, et Kevin est resté figé comme une statue de sel. « Que se passe-t-il, grand-père » a demandé Emma, tendue. « Bonjour à tous » dit poliment le docteur Hay. « Je représente Monsieur Charles. Comme prévu aujourd'hui, je superviserai cette transaction légale avec l'enquêteur du bureau du procureur. Je suis convaincu que tous les documents sont en règle et que mon client a eu suffisamment de temps pour les examiner avec l'aide d'un conseiller indépendant. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Kevin rangea rapidement le stylo doré, comme s'il était brûlant. Jessica regarda la porte, évaluant une voie de fuite. « Excusez-moi. Et vous êtes » Kevin tenta de retrouver son autorité. Elle sourit comme un homme sourit après avoir démasqué trop de fraudes pour les compter. William Hay, avocat spécialisé dans la protection des biens des personnes âgées. Et voici le procureur adjoint Daniel Harris du bureau du procureur du comté de King, chargé des crimes contre les personnes vulnérables. À la demande du docteur Hay, nous sommes ici pour témoigner et enregistrer des indications de fraude contre des personnes âgées. Le visage de Jessica passa en quelques secondes d'un air confiant et prédateur à un teint blanc comme de la craie. Kevin a fermé la mallette avec des gestes maladroits, comme s'il emballait des preuves incriminantes. Emma est restée immobile, me regardant comme si, pour la première fois depuis des mois, elle voyait vraiment son grand-père. « Maître » ai-je dit, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Je suis ravi que vous soyez arrivé à temps. J'étais sur le point de signer des papiers et je voulais m'assurer que tout était en ordre. » Je posai le magnétophone sur la table comme une grenade dont on aurait retiré la goupille. L'enquêteur alluma la caméra conformément au protocole. « Monsieur, pourriez-vous expliquer quel type de document on vous demande de signer et dans quelles circonstances ?» Sa voix avait cette autorité juridique qui fait trembler les coupables. Jessica a tenté d'intervenir avec un rire forcé. « Ah, ce doit être un malentendu. Nous aidons simplement mon beau-père à remplir quelques formalités administratives. » Formalité administrative, ai-je répété en souriant pour la première fois sincèrement. Vous appelez formalité administrative le fait de me faire vendre ma maison, de me faire remettre tout mon argent et de m'envoyer dans une maison de retraite pour que vous puissiez contrôler tous mes biens. Kevin s'est levé, essayant de s'échapper. Il y a peut-être eu une erreur. Je suis juste venu pour des services notariaux. Attendez, mon cher, a dit le docteur Hay, déjà stratégiquement positionné à la porte. J'aimerais voir les documents que vous avez apportés. Cela fait partie d'une enquête sur une fraude immobilière. C'est alors que j'ai joué mon atout. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris le coffre-fort, je l'ai ouvert devant tout le monde et j'ai sorti l'acte de propriété du manoir. J'ai étalé les papiers sur la table, savourant chaque seconde de confusion sur les visages des prédateurs. N'est-ce pas intéressant ? Ai-je dit. Mon défunt associé m'a laissé un manoir d'environ 2000 mètres carrés. Je ne l'avais tout simplement pas encore mentionné. L'avocat a pris le dossier, un sourire de justice poétique aux lèvres. Selon la dernière évaluation, la valeur marchande de ce manoir s'élève à plusieurs millions de dollars, sans compter la piscine, l'aménagement paysager et les structures annexes. Silence absolu. La bouche de Jessica s'est ouverte comme celle d'un poisson échoué. Emma a regardé le papier comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Plusieurs millions, répétai-je en savourant chaque mot. Et pourtant, vous étiez toutes les deux si préoccupées par ma pauvreté et mon incompétence. Quelle gentillesse! Ma voix dégoulinait d'un sarcasme amer. Kevin tenta un dernier coup. Monsieur, cela change tout. Il faut des experts pour gérer un portefeuille de cette taille. Mais le docteur était déjà en train de photographier tous les documents qu'ils avaient apportés. Exactement, souris-je radieusement. C'est pourquoi, la semaine dernière, j'ai engagé le docteur et pour s'occuper de toutes mes affaires juridiques et financières. Mais merci de votre sollicitude. Finalement, Jessica retrouva sa voix, rauque comme celle d'un corbeau blessé. Grand-père, nous ne savions pas. Je veux dire, nous voulions juste aider. Aider, dis-je en me levant, retrouvant la dignité que je pensais avoir perdue. Aider en vendant ma maison sans me demander mon avis, en m'enfermant dans un établissement contre ma volonté et en me volant mon droit de décider de ma propre vie. Le docteur posa une main protectrice sur mon épaule. Monsieur Charles, je pense qu'il est temps que tout le monde parte. Nous avons suffisamment de documents pour poursuivre légalement si nécessaire. Kevin se précipita vers la porte. Jessica le suivit, ne prenant pas la peine de maintenir son masque de belle-fille attentionnée. Emma a pris quelques secondes, me regardant avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer.
Grand-père, on peut parler plus tard. Pour la première fois, la question semblait sincère et désarmée. J'ai acquiescé lentement, sans rien promettre. Une fois qu'ils sont partis, je me suis retrouvé avec mes véritables alliés, Roberto, le docteur et le docteur Harris. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. Alors que Jessica et Emma pensaient avoir trouvé la victime parfaite pour leur plan cupide, elles ne se rendaient pas compte qu'elles avaient affaire à quelqu'un qui avait bâti des empires en silence et appris que les adversaires les plus dangereux sont ceux qui vous laissent croire que vous êtes en train de gagner jusqu'au moment précis où vous découvrez que la partie est terminée depuis longtemps. 3 mois plus tard, je me suis assis sur la terrasse du manoir d'East Lake, contemplant le coucher de soleil doré sur mes 2000 mètres carrés de liberté. Jessica a été poursuivie pour tentative de fraude contre une personne âgée. Kevin a perdu sa licence de notaire après qu'une enquête a révélé une escroquerie contre des dizaines de personnes âgées. Emma me rendait visite chaque semaine, seule, essayant de reconstruire le pont que sa femme avait détruit. J'ai transformé une partie du manoir en centre d'aide juridique gratuite pour les personnes âgées vulnérables. Grand-père Charles aide les gens comme nous, m'a dit hier une dame de 75 ans. Votre histoire nous a donné du courage. La plus douce des vengeances n'a pas été de voir Jessica payer les conséquences, mais de découvrir que garder le silence sur mes ressources m'avait évité de tout perdre. Si vous appréciez les histoires de dignité retrouvée, abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres récits de personnes qui ont transformé des tentatives de manipulation en leçons inoubliables. J'ai appris que la force ne réside pas dans la réaction impulsive, mais dans l'observation, la planification et l'action au moment opportun. Jessica pensait avoir trouvé une proie facile. Elle a trouvé un professeur. Je m'appelle Charles. À 72 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour enseigner le respect.